Il y a une douleur qui ne crie pas, une sensation sourde, tenace de s'être trompé de chemin, tandis que les autres avancent, cochent des cases, atteignent des sommets visibles. Certains, en silence, se demandent ce qu'ils ont manqué. Ils comparant, sans le vouloir, leurs coulisses aux scènes finales des autres, et une honte douce mais persistante s'installe. À l'extérieur, tout semble normal, une vie ordinaire, parfois même respectable. Mais à l'intérieur, un vide, ou pire, une impression de s'être trahi soi-même. C'est la tragédie silencieuse de ceux dont le rythme intérieur ne correspond pas aux attentes du monde. Carl Jung parlait de types psychologiques profonds, rares, qui ne s'adaptent pas facilement aux structures sociales dominantes. Ces individus ne s'épanouissent pas à la lumière des projecteurs précoces et aux observant, resentant, churchant, longtemps, trop longtemps, dirait la société. Ce désalignement temporel crée un sentiment de décalage constant. À 30 ans, ils se sentent en retard. À 40, ils doutent encore. Et pourtant, ce n'est pas l'échec, c'est la gestation. Ce que le monde interprète comme stagnation est en vérité une maturation souterraine. Le problème n'est pas leur lenteur, mais la norme imposée par une culture obsédée par la précocité. Nous applaudissons les prodiges, mais ignorons les sages en construction. Ceux qui n'ont pas encore réussi ne sont pas perdus. Ils sont peu, être juste en train de suivre un itinéraire plus profond. Et ce chemin, s'il est solitaire, n'en est pas moins sacré. Le mal, être né du jugement, pas du rythme. L'horreur reviendra, mais pas selon l'horloge des autres. Certaines personnes ne marchent pas droit. Elles avancent en spirale. Leur trajectoire semble hésitante, faite de retours en arrière, de détours sans fin, de silence. Mais ce que le monde prend pour de l'indécision est souvent, selon Carl Jung, le mouvement naturel des types psychologiques rares, ceux qui plongent en eux-mêmes avant de surgir dans le monde. Contrairement à la logique linéaire valorisée par la société, avancer, réussir, monter, ces individus suivent une logique intérieure, cyclique, intuitive. Ils revisitent les mêmes questions, les mêmes douleurs, les mêmes élans, mais chaque fois à un niveau plus profond. Ce n'est pas de l'errance, c'est de l'intégration. Jung décrivait cela comme un processus d'individuation, une lente révélation du soi, distincte de la persona sociale. Pour ces êtres, il ne suffit pas de faire, il faut que l'action naisse d'une vérité intérieure. Sinon, tout semble creux, inutile, parfois même violent. Mais le prix de cette fidélité à soi, c'est l'incompréhension. Le monde exige des résultats, des preuves, des titres. Or, ces personnalités ne produisent que lorsqu'elles sont prêtes. Et cela peut prendre des décennies. Leur énergie psychique ne va pas vers l'extérieur dès le départ. Elle s'enroule d'abord autour du noyau intime. C'est pourquoi ils lisent beaucoup, rêvent intensément, doutent souvent, ils vivent d'abord à l'intérieur, et un jour, souvent tard, tout ce qui a été vécu en silence devient source de création, de sagesse, de profondeur. Là où d'autres s'épuisent à force de courir, eux commencent enfin à marcher dans leur axe. Ils ne sont pas lents, ils sont fidèles à une autre loi du temps, celle de l'âme. Dans la vision de Carl Jung, la première moitié de la vie n'est pas une course vers le sommet. C'est une préparation, souvent chaotique, parfois déchirante, à la vraie vie, celle qui commence quand l'illusion tombe. Durant ces premières décennies, l'individu construit une persona, ce masque social que nous portons pour exister dans le monde. Il choisit un métier, une identité, une image, mais pour ceux dont la nature est plus rare, plus profonde, cette construction sonne faux très tôt.
Ils jouent un rôle, mais sentent qu'ils trahissent quelque chose d'essentiel. Cette tension entre le masque et le soi crée un malaise sourd. On peut avoir une vie correcte, mais se sentir exilé de soi-même. C'est cette fracture invisible qui rend la première moitié de vie si pénible pour certains. Ce n'est pas de l'échec, c'est un refus de se perdre dans le faux. Jung appelait cela la friction nécessaire entre la conscience et l'inconscient, le conflit entre ce que le monde attend de nous et ce que notre âme réclame. Et ce conflit, bien qu'invisible, consomme énormément d'énergie. Beaucoup passent par des dépressions, des crises de sens, des désirs de tout abandonner, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne peuvent plus soutenir un récit qui n'est pas le leur. Cette douleur n'est pas vaine, elle forge, elle prépare, elle éveille une sensibilité que peu comprennent. Ce sont les années de friction, de perte, de confusion qui ouvrent l'accès à une vérité plus profonde. Dans cette première moitié de vie, on ne réussit pas, on se cherche, on se casse, on se forme, et ce n'est qu'après cette désorientation nécessaire que le vrai voyage peut commencer. Il existe une solitude particulière que seuls les esprits profondément conscients connaissent. Ce n'est pas l'isolement social, mais celui d'une conscience trop éveillée dans un monde qui valorise la vitesse plus que la vérité. Les types psychologiques rares, tels que Jung les décrivait, possèdent une conscience différenciée. Ils ne se contentent pas d'absorber les normes ou d'agir par automatisme. Ils questionnent, ils déconstruisent, ils ressentent chaque choix comme un acte éthique, et cela les ralentit. Car plus la conscience est fine, plus chaque mouvement devient lourd de sens. Ce n'est pas de la passivité, mais une exigence intérieure de cohérence. Là où d'autres avancent par ambition, ces individus cherchent l'alignement. Et cet alignement prend du temps. Il y a un prix à payer pour cette profondeur, l'invisibilité sociale. Souvent, ceux qui pensent lentement mais profondément sont perçus comme inadaptés, hésitants, trop sensibles. Ils ne brillent pas dans les arènes bruyantes du monde moderne. Leur lumière est intérieure. Ils n'ont pas besoin de convaincre, mais de comprendre, pas de conquérir, mais d'intégrer. Ce mode d'être, bien que rare, est vital dans une époque de superficialité, mais il n'est pas rentable à court terme. D'où ce sentiment, souvent vécu à tort, de passer à côté de sa vie. Et pourtant, ces êtres ne sont pas perdus. Ils sont en gestation, ils n'ont pas raté le train, ils construisent une autre voie. Leur lenteur est un acte de résistance, leur profondeur un choix. Le monde ne les voit pas, jusqu'à ce qu'un jour, leurs œuvres silencieuses deviennent une lumière pour d'autres. Il y a des fatigues que ni le sommeil, ni les vacances ne soulagent. Une lassitude profonde, quasi existentielle, qui habite certains êtres dès leur jeunesse. Ce n'est pas seulement la fatigue du corps, mais celle de porter un monde intérieur trop dense, trop actif, trop lucide. Les personnalités intuitives, souvent minoritaires, vivent dans un état de traitement haute définition de la réalité. Chaque détail, chaque émotion, chaque contradiction est perçue, ressentie, analysée. Rien ne passe inaperçu. Le regard est trop fin, l'écoute trop vaste, et cela épuise. Carl Jung écrivait que plus la psyché est consciente, plus elle est sollicitée. Ces individus ne peuvent pas se contenter de suivre le courant. Ils perçoivent les non-dits, les tensions, les dissonances. Dans une réunion banale, ils ressentent les jeux de pouvoir. Dans une conversation légère, ils entendent la douleur cachée. Et tout cela reste en eux. Ils traitent le monde comme un système complexe. Ce que d'autres balayent d'un revers de main, ils le transforment, le ruminent, parfois jusqu'à l'épuisement. Cette surcharge cognitive n'est pas visible. Elle ne s'exprime pas en cris, mais en silence, en retrait,
en malaise vague. Ils se sentent faibles alors qu'ils sont en vérité en surcharge. Mais cette fatigue n'est pas un signe d'échec. Elle est le signe d'une intelligence en profondeur, d'une sensibilité hors norme. Elle demande une hygiène de vie différente, solitude choisie, lenteur respectée, espace de digestion psychique. Dans une société qui valorise la réactivité, ces esprits ont besoin d'un autre rythme. Ce ne sont pas des paresseux, ce sont des alchimistes du réel. Et s'ils semblent lents, c'est parce qu'ils traduisent un monde que la majorité ne perçoit même pas. Le monde célèbre ceux qui réussissent tôt, les jeunes prodiges, les carrières fulgurantes, les succès précoces, tout cela fascine. Mais ce que l'on voit rarement, ce sont les effondrements silencieux de ces étoiles montantes, brûlées par leur propre vitesse. Il existe une autre catégorie d'êtres, moins bruyants, moins visibles. Ceux qui arrivent plus tard, qui prennent le temps de tomber, de se chercher, de se reconstruire. Ceux qui n'ont pas été portés par l'élan du monde, mais qui ont dû apprendre à marcher à contre-courant. Carl Jung dirait que ces individus ont traversé la nuit obscure avant de connaître l'aube. Ils ne brillent pas tout de suite, car leur lumière n'est pas artificielle. Elle se forge lentement, à travers les pertes, les échecs, les deuils de l'ego, et cette lenteur est précieuse. Car ceux qui n'ont pas été validés trop tôt n'ont pas construit leur identité sur l'applaudissement. Ils savent qui ils sont, même dans le silence. Ils possèdent une solidité intérieure qui ne dépend plus du regard extérieur. Et cela, dans un monde en quête constante de reconnaissance, devient une force rare. Lorsque ces êtres arrivent enfin dans leur œuvre, leur art, leur vocation, ils n'arrivent pas vides, ils arrivent riches de vécu, d'humilité, de profondeur. Là où beaucoup s'essoufflent, eux commencent à respirer. Le monde a besoin de cette sagesse tardive, de ceux qui ont pris le temps d'intégrer au lieu de performer, de ceux qui, au lieu de briller jeunes, éclairent longtemps. Ils ne sont pas en retard, ils sont mûrs, et la maturité dans une civilisation obsédée par la vitesse est une forme radicale de révolution. Il y a une phase dans la vie où tout semble s'effondrer. Relations, identité, projet, ce qui portait hier encore devient vide de sens. Ce n'est pas une simple crise, c'est une descente, une plongée lente et nécessaire dans ce que Jung appelait le nigredo, la nuit noire de l'âme. Pour les personnalités rares, cette étape n'est pas une anomalie, elle est centrale. C'est le moment où la structure de l'ancien soi se désintègre, souvent sous le poids de pertes concrètes. Un divorce, une maladie, une rupture professionnelle, un deuil. Mais derrière ces événements extérieurs, il y a un processus intérieur bien plus profond, celui de l'individuation. L'individuation n'est pas une quête de bonheur, c'est une quête de vérité. Et la vérité commence par dépouiller, enlever les couches, voir ce qui en nous n'était qu'adaptation, compromis ou illusion. Le nigredo, c'est cela, l'ombre qui remonte, le faux qui se fissure, le moi qui vacille. Cette phase est douloureuse, car elle nous arrache à ce que nous croyons être. Elle laisse place au vide, à l'incertitude, à une sensation d'échec irrémédiable. Mais ce n'est pas la fin, c'est la phase alchimique, où le plomb de notre ancienne vie commence à se transformer en or. Pour que quelque chose de vrai naisse, il faut que le faux meure, et dans cette mort symbolique, une force nouvelle se prépare, invisible encore, silencieuse mais réelle. Ce que beaucoup appellent dépression est parfois une renaissance qui ne dit pas encore son nom. Jung savait, il faut perdre pour se retrouver, il faut se briser pour s'unifier. L'individuation n'est pas une élévation douce, c'est une descente sacrée. Et ceux qui ont le courage de traverser le nigredo en ressortent transformés.
Il existe un piège subtil qui retient même les esprits les plus brillants, celui de la vie provisoire. On se dit, bientôt, quand ce sera le bon moment, quand j'aurai plus de temps, d'argent, de clarté, et les années passent, sans engagement réel, sans enracinement, sans incarnation. Carl Jung a décrit cette figure psychique sous le nom de puer aeternus, l'éternel adolescent. Ce n'est pas une question d'âge, mais d'attitude face à la vie. Ce type refuse de se fixer, de choisir, de se confronter à la matière. Il vit dans le potentiel, dans l'idéal, et toute tentative d'ancrage lui semble une trahison de sa liberté. Mais cette liberté est un leurre, car vivre sans se lier, sans se risquer, sans se confronter à la résistance du monde, finit par produire un vide. Le puer vit dans le rêve de ce qu'il pourrait être, mais ne devient jamais. Il fuit le poids, la responsabilité, la forme. Il reste suspendu, en attente. Ce modèle est séduisant, surtout pour les personnalités intuitives. L'instant magique, l'inspiration, la possibilité infinie, tout cela leur parle. Mais sans engagement, il n'y a pas de transformation. Sans incarnation, il n'y a pas d'œuvre, juste des ébauches. Le passage à la maturité, selon Jung, exige une trahison symbolique du puer. Il faut quitter le monde flottant pour entrer dans le réel. Cela ne veut pas dire renier ses rêves, mais leur donner un corps, une direction, un sol. La vie ne commence vraiment que lorsque l'on accepte de ne plus seulement se préparer à vivre. Le potentiel devient pouvoir uniquement quand il est incarné. Il existe un moment de bascule, souvent discret, parfois brutal. Entre 35 et 50 ans, un glissement s'opère. Ce qui motivait hier ne suffit plus. Les anciennes ambitions perdent leur éclat, et une question s'impose, plus forte, plus intime. Est-ce que je suis en train de vivre ma vie, ou simplement un rôle? Carl Jung appelait cela la métanoïa, une conversion de l'énergie psychique. Jusqu'alors, la libido allait vers l'extérieur, construire, séduire, conquérir, s'établir. Mais à un moment, sans prévenir, cette énergie se retourne. Elle commence à chercher du sens plutôt que du statut, de la cohérence plutôt que du confort. Pour les types rares, ce tournant est d'autant plus bouleversant qu'il réveille tout ce qui a été refoulé. Les rêves abandonnés, les blessures non digérées, les élans trop longtemps différés. C'est une forme de secousse intérieure, pas toujours visible, mais irréversible. Certains essaient de la nier. Ils redoublent d'efforts, lancent de nouveaux projets, changent de partenaire ou de lieu de vie. Mais l'appel ne disparaît pas, car ce n'est pas une crise de surface, c'est un réveil, une invitation à aligner l'être et le faire, à cesser de s'adapter pour enfin exister. Ce tournant n'est pas une chute, c'est une seconde naissance, et comme toute naissance, il s'accompagne de douleur, de confusion, de peur, mais au cœur de cette traversée, une chose nouvelle apparaît, le vrai destin. Celui qui n'est pas dicté par les attentes extérieures, mais par une vérité intérieure longtemps enfouie. Entre 35 et 50 ans, la vie réelle commence. Non pas celle que l'on montre, mais celle que l'on sent. Et il est encore temps, toujours temps, de la choisir. Arrive un moment où l'intuition, aussi puissante soit-elle, ne suffit plus, où rêver, comprendre, analyser, ne nourrit plus l'âme. Ce que l'on a longtemps exploré en silence, dans l'esprit ou dans le cœur, exige soudain de prendre forme. C'est le corps, le travail, la matière qui appelle. Pour les personnalités intuitives et introspectives, ce moment est déroutant. Elles ont passé des années à observer, ressentir, pressentir. Elles ont développé une vision fine du monde, de l'humain, du sens,
Mais voilà que cette vision réclame un ancrage. Jung voyait cette étape comme essentielle. L'âme ne peut pas rester en lévitation éternellement. Elle a besoin de tomber dans le réel. Ce n'est pas une chute, c'est une incarnation. Le travail, ici, ne désigne pas seulement un métier. Il symbolise l'acte de faire exister ce qui a longtemps vécu en soi. Écrire ce livre qu'on porte depuis 10 ans, lancer ce projet porteur de sens, enseigner, soigner, bâtir, créer dans la matière ce que l'on a longtemps rêvé dans l'invisible. Et le corps devient le complice de cette transformation. Il ne suffit plus de penser. Il faut agir, s'exposer, prendre le risque de l'imperfection. Cela demande courage, discipline et parfois douleur. Car ce que l'on crée dans le réel résiste, échappe, nous confronte à nos limites. Mais c'est aussi là que réside la magie. Lorsque l'intuition descend enfin dans les mains, dans les actes, dans les structures concrètes, elle devient pouvoir transformateur. Non plus seulement vision, mais transmission, non plus seulement potentiel, mais œuvre. Ceux qui ont longtemps habité le monde intérieur sentent, à l'âge mûr, cet appel irrépressible. Il est temps de construire, non pour prouver, mais pour laisser une trace. Il existe un pouvoir silencieux, un pouvoir qui ne cherche pas la scène, qui n'a pas besoin d'être vu, ni aimé, ni applaudi. C'est le pouvoir qui naît après la traversée de l'ombre, ce que Jung appelait le processus d'intégration. Pendant une grande partie de la vie, nous projetons ce que nous refusons de voir en nous. La colère, l'ambition, la jalousie, le besoin de contrôle. Nous nous croyons bons, raisonnables, équilibrés, jusqu'à ce que la vie nous confronte à nos contradictions. Et là, deux choix apparaissent, fuir ou intégrer. Intégrer, c'est reconnaître l'ombre sans s'y perdre. C'est comprendre que la force brute, l'agressivité, l'autorité, le désir de réussite ne sont pas des fautes, mais des énergies neutres qui, mal canalisées, détruisent et bien orientées, transforment. Les personnalités rares, souvent sensibles, ont longtemps rejeté ces parts-là d'elles-mêmes, par peur de faire du mal d'être mauvaise. Mais en maturité, quelque chose change. Elles réalisent qu'on ne peut pas être entier sans embrasser l'ombre. Ceux qui ont fait ce travail deviennent des êtres étonnants, calmes mais puissants, doux mais fermes, empathiques mais capables de poser des limites. Leur autorité ne vient plus de leur statut, mais de leur intégrité. Ils n'ont plus besoin d'être approuvés, car ils se sont reconnus eux-mêmes. Et dans un monde saturé de masques, cette cohérence intérieure devient magnétique. L'intégration de l'ombre n'efface pas les contradictions humaines, elle les réconcilie. Elle rend possible un leadership authentique, enraciné, durable. C'est à ce moment-là que naît un vrai pouvoir, celui de transformer sans dominer, d'inspirer sans séduire, d'agir sans s'imposer, un pouvoir qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Juste avant que tout s'aligne, tout semble s'effondrer. C'est une loi étrange, presque cruelle. Le chaos précède la percée. Beaucoup, à la veille de leur véritable éclosion, vivent des périodes de grande confusion, de solitude intense, de doutes paralysants, et ils croient que tout est fini, alors qu'en réalité, tout commence. Le mythe du bambou l'illustre à merveille. Les premières années après avoir été plantée, la graine du bambou chinois ne donne rien. Pas une feuille, pas une tige. Elle semble morte, mais en vérité, elle construit en secret un réseau de racines d'une complexité impressionnante. Puis, soudainement, à la 5e année, elle pousse de plusieurs mètres en quelques semaines. C'est cela aussi la vie intérieure. Pendant des années,
Les êtres profonds travaillent en silence. Ils lisent, traversent des pertes, cherchent le sens, se remettent en question. Leurs efforts ne produisent pas de résultats visibles, et pourtant, leur système intérieur se transforme. Ils deviennent solides, mais personne ne le voit encore. Puis vient la tempête, l'ultime chaos, la perte de repères, l'impression de s'être trompé, d'avoir gaspillé sa vie. C'est le moment du seuil, le cœur de la nuit noire. Mais pour ceux qui tiennent bon, une bascule se prépare. Jung savait que cette période est cruciale. Le chaos est le creuset de la transformation. C'est là que l'ancien moi se dissout pour laisser émerger quelque chose de radicalement neuf. Ceux qui croient être échoués sont peu, être simplement en train de germer. Le chaos n'est pas un obstacle, il est un passage. Et ceux qui l'embrassent de s'enfuir, sans se trahir, découvrent bientôt une force qu'ils ne soupçonnaient même pas, la force tranquille de celui qui a survécu à sa propre nuit. Il arrive un moment, discret mais bouleversant, où l'on ne cherche plus à convaincre, où l'on cesse de courir, où l'on ne veut plus prouver mais simplement être. C'est le début de l'après-midi de la vie, tel que Carl Jung l'a magnifiquement décrit, un tournant où le regard se détourne du monde pour se tourner vers l'essentiel. Dans cette phase, les personnalités profondes deviennent autre chose, moins agitées, plus enracinées. Elles ne cherchent plus à tout comprendre, à tout réparer, à tout expliquer. Elles commencent à rayonner. Et ce rayonnement ne vient pas de leur savoir ou de leur réussite, mais de leur alignement intérieur. Elles ont traversé la perte, la confusion, l'exil intérieur. Elles ont affronté leurs ombres, reconnu leur fragilité, accepté leurs limites. Et de cette traversée naît une nouvelle qualité de présence, silencieuse, paisible, mais puissamment magnétique. Dans l'après-midi de la vie, la séduction cède la place à l'authenticité. Le besoin d'être aimé devient le désir d'aimer. Le succès n'est plus une conquête, mais une conséquence naturelle de l'alignement. Ces êtres n'ont plus besoin de stratégie. Leur simple façon d'exister attire, apaise, éclaire. Le monde, fatigué du bruit, de la performance et du faux, est profondément attiré par cette vérité tranquille. Et ce n'est pas un hasard si tant de figures marquantes, écrivains, thérapeutes, artistes, enseignants, ont vu leur vraie œuvre éclore à cet âge. C'est que la maturité, loin d'être un déclin, est une puissance qui ne fait plus semblant. Quand l'être s'aligne avec le faire, quand l'âme descend dans le geste, quand la parole porte l'expérience, on n'a plus besoin de se battre. On devient simplement ce que l'on était appelé à être depuis toujours. Il y a un moment rare, presque sacré, où tout ce qui semblait éparpillé, incohérent, inutile, prend soudain sens. Les erreurs, les détours, les passions abandonnées, les douleurs vécues en silence, tout devient matériau d'une œuvre unique. Votre œuvre, pendant des années, certains se sont sentis, à côté de la plaque, trop sensibles pour le monde des affaires, trop lucides pour se satisfaire de réponses simples, trop complexes pour entrer dans les cases. Ils ont accumulé des expériences sans logique apparente. Et pourtant, en maturité, tout commence à se connecter. Carl Jung appelait cela la constellation du soi. Ce n'est pas un choix rationnel, mais un événement intérieur. Quelque chose s'ordonne, une voix s'élève, une direction se révèle. Ce n'est pas un projet, c'est une évidence, comme si la vie avait, depuis le début, préparé le terrain pour que cette chose précise puisse enfin exister à travers vous. Et là, tout change. Le savoir devient sagesse, la douleur devient langage, l'intuition devient méthode, les fragments deviennent structure. Vous n'êtes plus un chercheur dispersé, vous devenez un créateur singulier. Ce que vous avez traversé
Personne ne l'a vécu exactement comme vous. Ce que vous êtes capable de transmettre, personne d'autre ne le peut de la même manière. C'est cela la synthèse. Non pas une fin, mais une incarnation, une autorisation intérieure. C'est à moi, maintenant, et je suis prêt. Ce moment n'est pas réservé à quelques élus. Il est accessible à tous ceux qui ont eu le courage de ne pas trahir leur chemin, même lorsqu'il était invisible. Tout ce que vous avez vécu prépare votre vraie mission, et c'est en maturité que cette mission devient claire. Il y a une illusion tenace, celle d'avoir raté le bon moment. On regarde en arrière, on compte les années perdues, on s'en veut d'avoir douté, attendu, trop réfléchi, et on se dit, si seulement j'avais commencé plus tôt, mais la vérité, c'est que ton temps n'était pas avant. Ce que tu es capable de faire aujourd'hui, avec ta maturité, ta lucidité, ta profondeur, tu ne pouvais pas le faire à 25 ans. Tu n'avais pas encore vécu assez de pertes, de ruptures, de silence, pour incarner ce que tu incarnes maintenant. Le monde t'a peu être fait croire que tu étais en retard. Mais il ne savait pas à quel point certaines œuvres ont besoin de saison, de lenteur, de feu secret. Tu n'étais pas passif, tu te préparais, tu n'étais pas perdu, tu te construisais. Et maintenant, c'est le moment, pas pour te prouver, pas pour rattraper quoi que ce soit, mais pour répondre à l'appel que tu entends depuis toujours, mais que tu étais enfin prêt à écouter. Ce n'est plus une idée vague, ce n'est plus un rêve lointain, c'est un mouvement interne, irrésistible, clair. Tu es prêt. La deuxième moitié de la vie n'est pas une suite, c'est un nouveau départ. Elle n'a pas besoin de fracas ni de permission, seulement de présence, d'engagement, de vérité. Ceux qui osent entrer pleinement dans cette phase découvrent une paix qu'ils n'ont jamais connue, parce qu'ils ne jouissent plus. Ils vivent, entiers, alignés et profondément puissants. Ce que tu n'as pas pu être avant, tu peux le devenir maintenant, car ton temps n'a jamais été avant, il a toujours été maintenant.